vous propose donc Geneviève de Gaulle, c'est peut-être qu'on prenne le temps de s'aventurer dans votre vie, dans vos engagements, dans vos combats, dans vos luttes. Vous vous souvenez, Geneviève de Gaulle, du moment où vous avez entendu pour la première fois votre nom, de Gaulle? Non, je me souviens pas du tout. J'ai su probablement quand j'étais à l'école. Bon, j'étais à l'école, on m'a demandé mon nom en entier. Vous savez, une petite fille, d'abord, c'est son prénom qui domine. Je savais bien que mon père s'appelait Xavier de Gaulle, mais j'ai associé les deux, le nom et le prénom, certainement, probablement, quand j'ai commencé à avoir ce qu'on peut appeler une vie sociale. Et pour un petit enfant, c'est l'école. Et vous l'aimiez quand même, enfant, ce nom, de Gaulle? Ah, moi, j'ai toujours aimé d'abord. D'abord, j'aimais beaucoup mon prénom, j'ai toujours beaucoup aimé. C'était celui de ma grand-mère, et puis naturellement, je savais que c'était la patronne de Paris. Et puis de Gaulle, ça me paraissait pas un nom particulier, c'était le mien, c'était celui de mon père, c'était celui de mon grand-père. Et ce que nous savions, par contre... Pourquoi et comment, une fois encore, la même question, pourquoi et comment on s'engage à 20 ans dans la résistance? Comment on s'engage à 20 ans? J'avais même pas 20 ans, en fait, quand j'ai eu après mes 20 ans. J'ai eu au mois d'octobre qui a suivi, encore. Le 18 juin, j'avais pas encore 20 ans. Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Je me suis toujours demandé comment se faisait-il que les uns acceptaient, les autres n'acceptaient pas. Après tout, moi, j'avais des amis de mon âge, de ma génération. Après, quand j'étais déjà en fac, j'avais des camarades d'étudiants. Je ne dis pas qu'ils étaient très contents de l'occupation, mais enfin, tout, ils en prenaient quand même leur parti. J'en ai retrouvé en rentrant de déportation, très gentils d'ailleurs, mais ils avaient continué leurs études. J'étais un peu planqué pour ne pas faire le STO, mais enfin bon, c'était des garçons et les filles, elles avaient passé leurs examens. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Il y a une espèce de frontière qui passe dans le cœur des gens. Je n'ai absolument pas lié ni à leur conviction politique, puisque j'ai connu des gens de toutes sortes, aussi bien communistes que d'Action française. Et j'ai connu des gens de toute éducation, de toute formation, dans les mêmes familles, donc, ayant reçu le même enseignement. Alors qu'on se rappelle Bassompierre. J'ai passé 6 mois à Fresnes, dont je n'ai pas gardé un mauvais souvenir. Et puis on nous a réunis au camp de Compiègne. Alors on a vu arriver des femmes de toute la France, d'ailleurs. C'est assez extraordinaire. Nous étions un convoi de 1000 femmes. Et 1000 femmes de tous âges, de toutes les régions de France, de toute opinion, de toute classe sociale, de, je sais pas, de tout métier. Enfin, il y avait aussi la moitié des femmes, je veux dire, à cette époque-là, qui étaient sans métier, puisqu'ils ne travaillaient pas. Et on a passé 10 jours assez curieux, alors pas du tout confortables, mais par contre, à pouvoir se parler, à sortir de l'isolement pour celles qui étaient isolées, découvrir des visages qu'on n'avait jamais imaginés. On entendait les voix, mais on ne voyait pas les visages. D'ailleurs, pour ça que notre journal de notre association de déportés et d'internés s'appelle toujours Voix et visages. Parce que c'était d'abord des voix et après les visages. On a découvert après les visages. Et puis un jour vient où vous montez dans un wagon. Ah ben voilà, on monte dans un wagon, on nous emmène à la gare, une espèce de voie un peu mise à l'écart de la gare de Compiègne. Et nous pensons toujours, mes camarades et moi, nous avons connu à la fois le meilleur et le pire de l'homme. Finalement, nous avons une grande foi dans l'homme, parce que nous savons que d'abord, il y a des gens qu'on n'arrive pas à détruire. Et puis il y en a qui restent des lumières à ce moment-là pour chacun de nous, quelle que soit par ailleurs leur conviction ou leur pensée. Si vous préférez, Geneviève de Gaulle, peut-être
Parler de la fraternité, de la solidarité, c'est qu'on est peut-être, nous, mieux à même de comprendre cette solidarité et que la souffrance. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut vraiment transmettre ce qu'a été votre souffrance, votre peur, votre douleur? Oui, je pense qu'on peut essayer de transmettre quelque chose. Enfin, en tout cas, nous les survivants, nous sommes toujours revenus en nous disant en même temps que nous devions essayer de transmettre, mais que nous n'y arriverions pas jusqu'au bout. Il y a une part intransmissible, je crois, dans l'expérience humaine. Mais il y a suffisamment de choses que nous pouvons dire, en tout cas pour mettre les gens en garde et aussi pour leur parler justement de cette... Geneviève de Gaulle, votre passage au cabinet de Malraux, c'est aussi votre rencontre avec un autre homme encore, le père Joseph, athée des Carmondes. Oui, oui, tout à fait. C'était exactement aussi en 58. J'étais au cabinet de Malraux, c'était plutôt, il me semble, vers le milieu ou la fin d'octobre 58. Nous avions eu, mon mari et moi, une vieille amie qui était une femme admirable, femme du monde en même temps et d'un dévouement absolument extraordinaire, d'une bienveillance totale, qui s'appelait Madame de Brancion. Et elle a voulu nous inviter un soir à dîner avec quelqu'un qu'elle tenait absolument à nous faire rencontrer, et qui était le père Joseph Rezinski. Alors, le père Joseph Rezinski était un homme modeste qui ne parlait pas énormément. Elle avait beaucoup de peine à le faire dire un peu dans quelles conditions il était. Mais enfin, il en a dit quand même suffisamment pour que, quand il m'a demandé de venir voir où il vivait et ce qu'il essayait de faire, j'accepte. En fait, j'avais du travail par-dessus la tête, parce que le cabinet de ministre, c'est vraiment pour une mère de famille de 4 enfants, le dernier fils n'avait pas encore 4 ans, c'était vraiment un cauchemar, une course contre la montre perpétuelle.